J'ai toujours cru que notre vie à Beuvron-en-Auge était un tableau vivant, comme ces toiles impressionnistes que l'on admire à Giverny. Isabelle et moi, nous nous étions installés là pour fuir le bruit de Paris, pour respirer l'air salin de la Normandie et cultiver un amour simple, fait de balades sous les pommiers et de dîners arrosés de cidre. Mais un soir d'été, lors de la fête de la musique, j'ai surpris un regard qui n'était pas le mien dans ses yeux. Ce fut le début de la fin, un murmure de trahison qui s'est insinué comme la brume matinale sur la touque. J'avais rencontré Isabelle à la Sorbonne, où elle étudiait la littérature et moi l'histoire de l'art. C'était en 2012, lors d'une exposition sur Monet à l'Orangerie. Elle portait une robe fleurie qui dansait avec le vent du printemps, et nous avions passé la nuit à discuter de rêves impossibles, une maison à la campagne, des enfants qui couraient dans l'herbe, une vie loin des métros bondés. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, à l'église Saint-Sulpice, entourés de nos familles et d'amis comme Sophie, sa meilleure amie, et Lucas, mon cousin espiègle. Beuvron-en-Auge nous a accueillis en 2015, avec ses ruelles pavées et ses marchés où l'on vend du camembert frais et des tartes aux pommes encore chaudes. J'enseignais l'histoire locale à l'école du village, et Isabelle tenait une petite librairie spécialisée dans les romans régionaux. Notre quotidien était rythmé par les petites joies, le petit déjeuner avec des croissants du boulanger Jean, les promenades le long du canal où nous nous tenions la main, et les veillées où elle lisait à voix haute des extraits de Maupassant. Tout semblait parfait, jusqu'à cet été 2022. La chaleur était étouffante, et le village bruissait des préparatifs pour le 14 juillet. Isabelle avait pris l'habitude de s'absenter pour aider aux récoltes, disait-elle, rentrant les jours rosés par le soleil. Je n'y prêtais pas attention au début, après tout, notre amour avait traversé les années sans une égratignure. Mais un après-midi, alors que je rentrais plutôt d'une sortie scolaire, j'ai vu sa bicyclette garée près de la ferme des Laurents, à l'orée du bois. Curieux, je me suis approché en silence, le cœur battant comme un tambour lointain. De derrière un mur de pierre, j'ai entendu des rires étouffés, puis un murmure intime. C'était elle, avec Étienne, le fermier robuste qui élevait des vaches normandes laitières. Je suis rentré chez nous, les poings serrés, et j'ai attendu qu'elle revienne, parfumée d'herbes fraîches et de mensonges. Ce soir-là, au dîner, elle a posé une assiette de sole meunière devant moi, en chantonnant une vieille chanson de Brassens. J'ai souri, mais intérieurement, une tempête se levait. Comment avait-elle pu? Nous qui avions juré fidélité sous les cloches de Noël, lors de ces messes où les voix s'élèvent en harmonie. Je passais les jours suivants à observer, à noter les absences, les textos effacés à la hâte. Sophie, venue pour le thé, remarqua mon air absent et me demanda si tout allait bien. Juste la fatigue, répondis-je, en versant du thé de Normandie. Mais la vérité rongeait mon âme comme un ver dans une pomme. Un matin, feignant un voyage à Rouen pour une conférence, je restai tapi dans les buissons près de la ferme. Là, je les vis à nouveau, Isabelle glissant une miche de pain frais dans un panier, Étienne la tirant contre lui pour un baiser volé. Le soleil filtrait à travers les feuilles, illuminant leur trahison comme un projecteur cruel. Je compris alors que ce n'était pas un écart passager, c'était une idylle qui menaçait de tout balayer. Rentré chez moi, je fouillais son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Les messages étaient explicites, « Viens ce soir », après le couvre-feu du village. Mon cœur se serra. Que faire? Divorcer? Fuir? Non, une rage sourde montait en moi, une envie de justice qui n'était pas celle des tribunaux, mais celle d'un homme trahi. Le 14 juillet approchait, avec ses feux d'artifice et ses balles populaires. Peut-être là, au milieu de la foule, tout éclaterait-il. Mais pour l'instant, je gardais le silence, ourdissant dans l'ombre. Les semaines suivantes furent un tourment fin, une comédie que je jouais pour ne pas alerter Isabelle. Je l'emmenai au marché de Pont-l'Évêque, où nous achetions des calvados et des confitures maison, et elle riait à mes blagues, ignorant le gouffre entre nous. Lucas, de passage pour les vacances, nous invita à une partie de pétanque sur la place du village, avec Jean le boulanger comme arbitre. « Tu as l'air distant, cousin », me glissa-t-il en me tendant une boule. Je haussai les épaules, prétextant les préparatifs de la rentrée scolaire. Mais la nuit, seul dans notre lit pendant qu'elle prétendait lire, je repensais à Étienne et à sa ferme prospère, sans vaches, un troupeau primé qui fournissait le meilleur lait à la fromagerie locale. Sa vie était ancrée dans cette terre, comme la mienne dans notre amour brisé. Une idée germa alors, sombre et irrésistible. Pourquoi détruire l'homme quand on peut abattre son empire? J'avais lu, dans un vieux manuel d'agronomie emprunté à la bibliothèque municipale, comment certains produits chimiques, anodins en apparence, pouvaient ravager un cheptel sans laisser de traces flagrantes.
Pas de poison violent, non, quelque chose de subtil, comme un fongicide mal dosé dans l'eau des abreuvoirs, qui causerait une épidémie fictive, une maladie mystérieuse. Le lendemain, sous prétexte d'une balade à vélo le long de la Risse, je m'arrêtai près de la ferme. Étienne était au champ, et je glissai discrètement un sachet de granulés acheté anonymement à une coopérative agricole à Lisieux dans le réservoir principal. Mon pouls s'emballait, mais une étrange sérénité m'envahit, c'était justice, pas vengeance. De retour, Isabelle m'embrassa sur la joue, murmurant qu'elle m'aimait. Moi aussi, répondis-je, les mots amers sur la langue. Bientôt, les premiers signes apparurent. Le mardi suivant, lors du petit déjeuner au café du village, Marie, la tenancière, nous servit des pains au chocolat en chuchotant, « Vous avez entendu ? Les vaches d'Étienne tombent comme des mouches. » Le vétérinaire est dépassé. Isabelle pâlit légèrement, mais se reprit vite, changeant de sujet pour parler de la foire au fromage à venir. Je feignis la surprise, hochant la tête avec compassion. Intérieurement, je jubilais, le troupeau diminuait, les commandes annulaient, et Étienne errait comme un fantôme, les épaules voûtées. Sophie appela Isabelle ce soir-là, inquiète, c'est bizarre, non. Comme une malédiction. Les mots de mon ami résonnèrent en moi. Oui, une malédiction. Et qui mieux qu'une femme au secret coupable pour en être accusée. Le week-end du 14 juillet arriva, avec ses guirlandes tricolores et l'odeur de merguez grillées. Nous dansions au son d'un accordéon, Isabelle serrée contre moi pour la forme. Étienne n'était pas là, on murmurait qu'il avait perdu la moitié de son bétail en une semaine. Pauvre homme, dit Lucas en levant son verre de cidre. Je trinque, un sourire en coin. Mais au milieu de la nuit, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Isabelle s'éclipsa discrètement vers les ombres du bois. Je la suivis, le cœur lourd. Elle rejoignit Étienne près d'un banc isolé, les larmes aux yeux, c'est horrible, ton affaire. Je me sens coupable. Il la serra contre lui, et ils pleurèrent ensemble. Coupable ? Oh, elle l'était, mais pas pour ça. Je m'éloignai sans bruit, l'idée se cristallisant, il était temps de retourner la malédiction contre elle. Le lendemain, au marché, je semai les premières rumeurs auprès de gens, étranges, non ? Tout a commencé quand Isabelle a commencé à traîner par là-bas. Il fronça les sourcils, mais hocha la tête. La toile se tissait, fil par fil. L'été s'étirait paresseusement, avec ses après-midi où le soleil dardait sur les toits de chaume, et les soirs où l'on sirotait du muscadet sur la terrasse. Isabelle rentrait de sa librairie les bras chargés de nouveautés ou des essais sur la résilience normande, des poèmes de Victor Hugo et nous dînions de salade landaise, ignorant la tempête qui couvait. Mais les nouvelles d'Étienne s'aggravaient, le vétérinaire, appelé en urgence, parlait d'une intoxication collective, peut-être un contaminant dans l'eau. La fromagerie locale suspendit ses achats, et le village, si solidaire d'habitude, commença à murmurer. Lucas, revenu pour une semaine, m'entraîna à la pêche sur la Touque, Étienne est au bord du gouffre, Arthur. S'il vend la ferme, c'est la fin. Je hochai la tête, l'appât tremblant dans ma main. La vie est injuste, répondis-je, mais intérieurement, je calculais, encore quelques doses, et le troupeau serait décimé. Ce soir-là, feignant une migraine, je sortis seul et répétai l'opération sous la lune voilée. Les granulés se dissolvaient sans un bruit, promettant le chaos. Le lendemain, Sophie organisa un thé chez nous, avec Marie pour compagnie. Les femmes papotaient autour d'une tarte aux pommes, mais le sujet dévia vite, c'est comme une malédiction biblique, ces vaches qui agonisent, dit Marie en versant le thé. Isabelle rit nerveusement, ne dites pas de bêtises. C'est sûrement un accident. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Je restai silencieux, observant, et quand Sophie me demanda mon avis, je lâchai, peut-être que le destin punit les péchés cachés. Un silence pesant s'installa. Plus tard, seul avec Isabelle, elle me confia, j'ai peur pour Étienne. Il m'a appelé, désespéré. Toi, peur pour lui, demandai-je d'une voix douce. Elle rougit, balbutia une excuse sur l'amitié. Je la pris dans mes bras, feignant la tendresse, mais mon esprit bouillonnait. La foire au fromage approchait, événement majeur où Étienne devait présenter ses camemberts. S'il échouait, sa réputation serait brisée. J'y allais seul, prétextant une course, et glissai une dernière ration dans un abreuvoir isolé. De retour, le village bourdonnait, 2 vaches de plus avaient succombé dans la nuit. Jean, au comptoir de sa boulangerie, secoua la tête, c'est maudit, cette ferme. Et Isabelle qui traîne souvent par là.
La rumeur prenait corps, nourrie par mes insinuations discrètes. Lucas, sentant la tension, proposa une sortie à Honfleur pour nous changer les idées. Nous flânâmes sur le port, dégustant des moules frites sous le regard des touristes. Isabelle semblait détendue, riant à une anecdote de mon cousin, mais je vis son téléphone vibrer à un message d'Étienne, sans doute. « Tout va bien ?» demanda Lucas. « Parfait » mentis-je, le sel marin piquant mes lèvres comme un reproche. La veille de la foire, Étienne vint frapper à notre porte, le visage hâve. « Arthur, as-tu vu Isabelle ? J'ai besoin d'elle. » Elle était sortie, mais je l'invitai à entrer, lui offrant un verre de Calvados. « C'est dur, hein ? Cette maladie. Comme si quelqu'un t'avait jeté un sort. » Il avala une gorgée, les yeux rougis. Je ne sais plus quoi penser. Je posai une main sur son épaule, peut-être que le vrai poison est plus proche qu'on ne le croit. Il partit, perplexe, et je souris dans le vide. La foire arriva sous un ciel gris, avec ses stands odorants de Pont-l'Évêque et de Livaro. Étienne présenta ce qui restait de son troupeau, mais les acheteurs se firent rares, chuchotant sur la malédiction. Isabelle, venue me rejoindre, pâlit en le voyant isolé. Elle s'approcha de lui discrètement, mais je les observai de loin, le cœur serré par une joie amère. Ce soir-là, au bal du village, alors que l'orchestre jouait La Vie en rose, elle dansa avec moi, mais ses pensées étaient ailleurs. « Promets-moi que tout ira bien » murmura-t-elle. « Je promets » répondis-je, sachant que le piège se refermait. Septembre apporta une fraîcheur bienvenue, avec ses feuilles jaunissantes et l'odeur des champignons cueillis dans les bois. Isabelle reprit ses habitudes à la librairie, recommandant des romans sur la Provence pour contraster avec notre Normandie pluvieuse, mais ses absences se multiplièrent sous couvert de livraison. Je feignais l'ignorance, cuisinant des pot-au-feu les dimanches, arrosés de vin de Bordeaux que nous partagions avec Sophie et son mari. « Votre couple est un modèle » nous dit-elle un soir, en piquant un morceau de bœuf. Isabelle rougit, et je serrai sa main sous la table, un geste de possession muette. Mais les nouvelles d'Étienne étaient alarmantes, son troupeau n'était plus qu'une ombre, vendu à vil prix à un abattoir de Caen. La banque menaçait de saisir la ferme, et le village, jadis solidaire, l'évitait comme un paria. Jean, au marché, me confia, c'est elle, la cause. Tout a commencé quand elle s'est rapprochée de lui. Je hochai la tête gravement, semant le doute comme on sème du sel sur une plaie. Lucas, alerté par un appel de Sophie, revint pour une soirée jeu, nous jouâmes au tarot autour d'une bouteille de cidre bouché, riant aux facéties de mon cousin. Mais quand Isabelle excusa une fatigue pour monter tôt, il me glissa, quelque chose cloche, Arthur. Elle est distante. C'est le stress de la rentrée, minimisai-je, mais ces mots confirmaient ce que je savais. La nuit suivante, je la suivis à nouveau, elle pédalait vers la ferme déserte, où Étienne l'attendait, brisé. Ils s'assirent sur un banc moussu, parlant à voix basse de fuite, d'un nouveau départ à Lyon peut-être, loin de ce maléfice. Elle pleura dans ses bras, et je sentis une pointe de remords non pour lui, mais pour l'homme que j'avais été, celui qui croyait en l'éternité. Pourtant, la rage l'emporta, elle avait choisi, et paierait. Le dimanche de la Toussaint approchait, avec sa messe solennelle et ses chrysanthèmes sur les tombes. J'y allais seul, priant pour un pardon que je ne demandais pas. Le prêtre, Père Michel, parla de rédemption, et ces mots me transpercèrent. De retour, Isabelle prépara un gigot d'agneau, enfilant son tablier avec un sourire forcé. « On invite Marie et Jean » proposa-t-elle. J'acceptai, et le dîner fut tendu. Marie lança, pauvre Étienne, ruiné par cette étrange maladie. On dit que c'est une malédiction, lancée par une femme jalouse. Isabelle toussa, renversant son vin. Absurde, s'exclama-t-elle. Mais Jean renchérit, pourtant, les symptômes ont commencé pile quand tu aidais à la ferme, Isabelle. Le silence tomba comme une enclume. Elle me regarda, suppliante, mais je feignis la surprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle balbutia une explication sur des visites amicales, mais le mal était fait. Marie et Jean partirent, laissant un malaise palpable. Plus tard, dans la chambre, elle craqua, ce n'est rien, Arthur. Juste de l'aide. Je la serrai contre moi, je te crois. Mais au matin, j'appelai Sophie, raconte-moi ce que tu sais d'Isabelle et d'Étienne. Elle hésita, puis avoua les soupçons, les rumeurs de balades trop intimes. Protège-toi, me conseilla-t-elle. La Toussaint arriva, grise et venteuse. Au cimetière, entourée de familles en deuil,
nous déposâmes des fleurs sur la tombe de mes parents. Isabelle murmura une prière, mais ses yeux étaient fuyants. Étienne y était aussi, isolé près d'une croix ancienne, et nos regards se croisèrent, le sien implorant, le mien froid comme l'automne. Ce soir-là, au village, la rumeur enfla, une pétition circulait pour purifier la communauté d'une influence néfaste. Isabelle rentra pâle, un prospectus froissé en main. « C'est ridicule, dit-elle, mais sa voix tremblait. Je la pris dans mes bras, on va s'en sortir. Pourtant, intérieurement, je poussais le vent de la tempête. Bientôt, le couperet tomberait, et elle verrait le prix de son idylle volée. L'hiver s'installa doucement, avec ses premières gelées qui craquaient les vitres et ses veillées où l'on réchauffe les mains à un bol de soupe de potiron. Isabelle devint ombre d'elle-même, évitant les marchés et les commérages, se réfugiant dans ses livres comme dans une forteresse. Je l'accompagnais, prétextant du soutien, mais nos conversations glissaient sur la surface, vides comme les champs nus. Sophie organisa une soirée Noël anticipée chez elle, à 2 pas de notre maison, un sapin scintillant, des bûches de Normandie et des chants autour du piano. Lucas anima les toasts, levant son verre à l'amour indéfectible. Isabelle sourit faiblement, mais quand Marie arriva avec Jean, l'air se chargea. Étienne a vendu la ferme, annonça Jean sans embâche. Hypothéqué jusqu'au cou, à cause de cette maudite maladie. Isabelle blêmit, renversant sa flûte de champagne. C'est affreux, murmura-t-elle. Marie la fixa, oui, affreux. Et ça a commencé avec tes visites, Isabelle. Le village parle d'une malédiction jetée par une âme égarée. La pièce se tut, tous les yeux sur elle. Je posai une main apaisante, allons, ce sont des superstitions. Mais Sophie renchérit doucement, pourtant, les faits sont là. Étienne jure qu'il n'y avait rien d'anormal avant elle. Isabelle se leva d'un bond, c'est faux. Je n'ai rien fait. Elle quitta la table en larmes, et je la suivis dehors, sous la neige naissante. Pourquoi ils disent ça? Sanglota-t-elle. Je la serrai, la peur rend fou les gens. Mais dans l'ombre, je savourais le poison de la vérité distordue. Les jours suivants, les murmures devinrent cris, des graffitis sur la porte de la librairie aux sorcières, va-t'en, des clients qui désertaient. Isabelle ferma boutique une semaine, prétextant une grippe. Je la consolais avec des promenades le long du canal gelé, où nous lancions des pierres sur la glace craquelée. Souviens-toi de notre premier Noël ici, dis-je, évoquant la messe de minuit où nous avions dansé sous les flocons. Elle sourit tristement, c'était magique. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité, et un soir, elle craqua, Arthur, il y a eu quelque chose avec Étienne. Une faiblesse. Mais c'est fini. Les mots tombèrent comme un couperet. Je feignis la stupeur, combien de temps? Elle avoua 3 mois, des rendez-vous volés lors de la fête de la musique. Je hurlai intérieurement, mais extérieurement, je l'étreignis, on oublie, pour nous. Pourtant, le lendemain, j'appelai Lucas, rassemble le village. Il faut confronter cette malédiction. Il organisa une réunion à la mairie, sous prétexte de soutien à Étienne. Le soir venu, la salle était pleine, Jean, Marie, Sophie, des dizaines de visages curieux. Étienne parla, voix brisée, de sa ruine, de la maladie venue de nulle part. Puis je pris la parole, cette tragédie n'est pas un accident. C'est une malédiction, née d'un cœur infidèle. Les murmures s'élevèrent, et je pointai subtilement, regardez qui était proche, qui a touché à l'eau, aux abreuvoirs. Tous les yeux se tournèrent vers l'absence d'Isabelle où elle était restée chez nous, malade. Mais Sophie compléta, et ses secrets avec lui. La foule gronda, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Noël approchait, avec ses lumières et ses illusions, mais notre maison était froide comme un tombeau. Étienne, ruiné, quitta le village pour un emploi à Rouen, emportant son déshonneur. Isabelle, isolée, supplia, aide-moi à partir d'ici. Mais je refusai doucement, c'est notre punition commune. La nuit de Noël, lors de la messe, elle pria seule à l'écart, et je sentis le poids de mes actes au non-regret, mais une solitude amère. La malédiction, finalement, m'avait touché aussi. Les fêtes passèrent dans un brouillard de vin chaud et de chants forcés, où l'on feint la joie pour masquer les fissures. Isabelle errait comme un spectre dans la maison, évitant les regards au marché, où Jean lui tendait son pain sans un mot. Sophie tenta une réconciliation, viens dîner, on oublie tout. Mais Isabelle déclina, prétextant une migraine. Moi, je maintenais la façade, enseignant mes leçons sur les châteaux normands avec un entrain retrouvé,
mais les nuits étaient longues, hantées par des rêves de vaches agonisantes et de baisers volés. Un matin de janvier 2023, alors que la gelée tapissait les champs, Étienne m'envoya un message anonyme, « Je sais ce que tu as fait. Arrête, ou je parle. » Mon sang se glaça. Il avait deviné? Je supprimai le texte, mais la peur s'insinua. Pourtant, sa ruine était scellée, la ferme vendue à un promoteur de Deauville, son nom effacé des foires. Le village, cathartique, se rallia contre la maléficeuse, pétition pour fermer la librairie, appels anonymes la nuit. Isabelle craqua lors d'un dîner solitaire, « C'est toi, Arthur. Tu as tout orchestré. » Je niai, les yeux dans les siens, preuve. Elle fouilla la maison, trouva un sachet vide de granulés dans la remise trace oubliée de mon achat. « Mon Dieu, murmura-t-elle, reculant. Pour nous venger? Non, pour la punir, elle et lui. Elle hurla, « Tu as détruit un homme innocent. » Innocent? Il avait pris mon amour. Nous nous affrontâmes dans le salon, voix basse pour ne pas alerter les voisins. Par si tu veux, dis-je enfin. Mais le village saura la vérité ou la tienne. Elle pleura, supplia un pardon que je refusai. Lucas, alerté par Sophie, vint seul, cousin, arrête cette folie. Isabelle est brisée. Je lui confiai tout, dans un élan de faiblesse, l'empoisonnement subtil, les rumeurs semées. Il blêmit, c'est criminel. Répare ça. Mais réparer? Trop tard. Il partit, promettant le silence, mais le doute le rongeait. Février apporta les carnavals, masques et confettis pour cacher les peines. Isabelle tenta une réouverture de la librairie, mais les rayons restèrent vides, les clients détournant le regard. Marie, en passant, lâcha, repens-toi, sorcière. Isabelle rentra en larmes, me confrontant, aide-moi à partir, ou je raconte tout. Je ris amèrement, et qui croira la coupable? La tension culmina lors de la Chandeleur, nous allumâmes nos crêpes traditionnelles, mais elle les lança au sol, furieuse. Notre vie est empoisonnée par toi. Cria-t-elle. Je la saisis par les épaules, par toi d'abord. Elle se dégagea, courant dans la nuit enneigée vers la maison de Sophie. Là, elle déversa tout, l'infidélité, ma vengeance. Sophie m'appela, voix tremblante, viens, où c'est la police? Je m'y rendis, sous un ciel étoilé. Devant le feu de cheminée, Isabelle sanglotait, Sophie et Lucas médusaient. À vous, dit mon cousin. Je m'assis, brisé, oui. Pour l'amour trahi. Le silence fut assourdissant. Isabelle me fixa, haine et pitié mêlées, tu m'as tué, Arthur. Sophie proposa une trêve, parler, sauver ce qui reste. Mais les mots manquaient. Nous rentrâmes ensemble, mais le lit était un océan de glace. Mars fleurit les haies de jonquilles, annonçant Pâques. Le village ignorait encore la vérité, mais les fissures s'élargissaient. Étienne, de Rouen, envoya une lettre, je pars pour Lyon, avec une nouvelle vie. Pardonne, ou non. Je la brûlai, le cœur vide. Isabelle prépara des œufs peints, geste rituel, mais ses mains tremblaient. On recommence, murmura-t-elle. Je secouai la tête, trop de poison. La nuit de Pâques, l'heure de la veillée, nous priâmes côte à côte, mais séparés par un abîme. Au retour, elle fit ses valises, je vais chez mes parents à Lyon. Je ne l'arrêtai pas. Seule dans l'entrée, elle se tourna, ta malédiction nous a maudits tous. La porte claqua, et le silence m'engloutit. Le printemps 2023 déploie ses bourgeons tardifs, mes bevrons en auge me semblent fanés, comme un tableau effacé par la pluie. Isabelle partit pour Lyon en avril, emportant ses livres et un sac de regrets, laissant la maison vide de son rire et de ses parfums de lavande. Je vendis la librairie à une jeune couple de Paris, et repris mes leçons scolaires avec une voix monocorde, évitant les regards compatissants de gens au marché. Sophie et Lucas tentèrent des visites, reviens à la vie, cousin, dit-il un dimanche, en partageant un plateau de fruits de mer. Mais je déclinai, préférant les promenades solitaires le long de la Touques, où l'on murmure des secrets que je ne veux plus entendre. Étienne, de son côté, refit surface dans un article local, il s'était reconverti en fromager artisanal à Lyon, aidé par une subvention régionale, mais son nom traînait encore l'ombre de la ruine. Pas de revanche contre moi, peut-être avait-il choisi le silence, ou la pitié. Le village, lassé du scandale, enterra la malédiction sous les fêtes d'été, lors de la fête de la musique, je bus un cidre seul au café, écoutant les accordéons sans danser.
Marie s'approcha, Isabelle t'envoie ses vœux, par Sophie. Elle va bien. Je hochai la tête, un poids en moins, mais un vide plus grand. L'été passa en flou, avec des voyages à Rouen pour des conférences, où je parlais d'histoire sans conviction. En septembre, une lettre arriva, d'Isabelle, postée de Lyon. J'ai confessé à mes parents, trouver un travail dans une bibliothèque universitaire. La trahison nous a libérés, peut-être. Pardonne-toi, Arthur. Les mots me transpercèrent, je les relus sous le pommier de notre jardin, où nous avions pique-niqué tant de fois. Le pardon? Pour elle, oui, pour moi, une lutte quotidienne. Lucas organisa une réunion familiale à Noël, à Paris cette fois, près de la Sorbonne. Sophie insista, viens, pour clore le chapitre. J'y allai, train TER cahotant sous la pluie. Autour de la table, avec dindes rôties et bûches glacées, nous parlâmes de tout sauf du passé. Mais tard dans la nuit, seul avec mon reflet dans le miroir, je vis l'homme que j'étais devenu, vengeur, puis brisé. L'année 2024 s'ouvrit sur une nouvelle routine, je repris des cours du soir à l'université de Caen, sur l'art normand, cherchant un sens dans l'étoile de Boudin. Le village guéri, Jean me confia un jour, on a tous nos démons. Oui, et les miens paissaient encore dans mes rêves. Isabelle, apprenant par Sophie mon rétablissement, envoya une carte pour Pâques, la vie renaît, comme les œufs. Je souris enfin, rangeant la carte dans un tiroir. Pas de retour, mais une paix fragile. Étienne, contacté par Lucas pour une expo fromagère, répondit poliment, laisse le passé au passé. Sa grâce me toucha, peut-être était-ce la vraie victoire. Aujourd'hui, en 2025, Beuvron-en-Auge bourdonne à nouveau, avec ses marchés et ses vents salins. Je marche seul, mais entier, ayant appris que la vraie malédiction est celle qu'on s'inflige. L'idylle brisée m'a enseigné l'humilité, l'amour n'est pas possession, mais lâcher prise. Et dans ce lâcher, j'ai trouvé une liberté amère, mais mienne.